Vous êtes à l'écoute d'Anthropodcast. Bonjour à tous et bienvenue sur ce premier épisode live d'Anthropodcast. C'est la première fois qu'on fait ça. On va voir si tout marche jusqu'à la fin. On a eu des problèmes avec le matériel toute cette semaine, mais on va y croire. Ça fait un peu plus d'un an qu'on a décidé de commencer Anthropodcast avec Anne-Laure, qui est là, si vous la reconnaissez pas. Probablement dans le bar de Conflans, probablement après quelques barbares. Qui aurait pu prévoir qu'une année après, on enchaînerait des enregistrements pendant toute une semaine pour finir dans le temple de la geekitude, qui est le dernier bar. Peut-être Harry Sheldon, quoique. Question, est-ce que vous êtes geek? Harry Sheldon, qui c'est? C'est bon. Ah, vous n'avez pas lu Fondation d'Isaac Asimov, et c'est un péché. Avant de nous y mettre sérieusement, j'aimerais remercier justement Anne-Laure, sans qui tout ça n'aurait pas pu être possible. Il faut pouvoir me suivre dans mes propres délires. Julie, la géniale assistante qui est venue par hasard, mais qui a été très très utile pendant toute cette semaine, ainsi que tous ceux qui nous regardent, peut-être par YouTube, ou qui nous écoutent par podcast, et qui prenaient non seulement le temps de nous écouter, de nous regarder, de chercher des réponses à nos énigmes assez folles, et de le faire en plus extrêmement rapidement, nous envoyer vos messages d'amour parfois. Merci à tous. Un grand merci aussi aux anthropologues qui répondent à nos questions, dont Michel, qui est avec nous et qui a répondu à nos questions hier, quasiment au saut de l'avion, qui ont bien accepté de répondre à toutes nos questions, et c'est extrêmement sympathique. Pour nous accompagner donc un petit peu dans cette aventure, il y a des auditeurs qui se sont cachés un petit peu, qui veulent pas passer à la télé et être célèbres. Tant pis pour eux. On a Nathan avec nous, qui est un ami de la Villa Marco Polo, qui va participer s'il a envie aussi. Sentez-vous libre de poser des questions. On a toujours Anne-Laure, Julie qui sont anthropologues, et Michel bien sûr, qui est anthropologue. Et vous le savez déjà si vous avez écouté Anthropodcast. Alors, on va parler d'aliens et d'extraterrestres. Alors, on va se mettre dans l'ambiance. Nous sommes en 3750. Pourquoi? On ne sait pas, mais il fallait choisir une date. La sonde Anthropia, parce que je trouvais que c'était un beau nom pour une sonde, vient d'envoyer un rapport que Multivac, là encore si vous lisez pas Asimov, vous savez pas ce que c'est, avait prévu depuis plus de 800 ans. Après quelques jours de calcul, la nouvelle est tombée, le premier contact est confirmé. Les informations sont parcellaires, mais assez précises pour en être sûr. L'humanité est à l'aube d'une nouvelle transformation, son contact avec des entités extraterrestres. Que faire? Qui envoyer pour faire ce premier contact? Parlons-en avec nos anthropologues invités. Je vous rappelle qu'on peut tous poser des questions et participer au débat, parce que bien sûr on parle d'aliens, donc on ne sait pas trop ce que ça va être. N'hésitez pas à venir prendre le micro, il y en a. Première question peut-être pour commencer. Est-ce que la question de savoir si c'est bien ou mal ou dangereux ou pas d'entrer en contact avec cette possible identité ou ces identités extraterrestres va être la première question que va se poser l'anthropologue. Ce qui va se dire de toute façon, on va rentrer en contact et il faut qu'on le fasse avec le moins de casse possible. Déjà, il y a une première question si on s'intéresse à ce que font les astrophysiciens depuis maintenant un peu avant Einstein, depuis le début du XXe siècle. La question de l'expansion continue de l'univers, de la théorie de la relativité a beaucoup évolué. Il y a une question qui n'a pas du tout évolué et qui pour l'instant est pratiquement à l'état de point mort, si je puis dire. C'est la question de savoir si l'univers est habité, par des êtres qui pourraient faire penser à des humains. Donc ça, cette question-là, elle n'est pas du tout établie. Et visiblement, de tout ce qu'on peut lire, de ce qu'écrivent les cosmologistes, au sens de la théorie de l'univers, il a fallu tellement de hasard pour que l'aventure terrienne soit possible qu'il est pour l'instant assez peu probable que cette conjonction de hasard se reproduise ou se soit reproduit ou se reproduise un jour ailleurs. Alors comme l'ailleurs est une espèce d'espace continu délimité mais continu, délimité mais sans fin, et c'est toujours compliqué pour nous autres humains à réfléchir avec les concepts que nous avons. Donc on n'a pas encore inventé tous les concepts qu'il nous faut pour arriver à penser l'univers. Donc ensuite arriver à penser si l'univers est habité et qu'est-ce qu'on ferait, c'est un jeu. Donc on peut faire le jeu comme vous le proposez, et je le fais volontiers parce que
effectivement, ça nous ramène à des choses qui sont tout à fait terriennes d'ailleurs, mais en termes, je crois, pour le dire après, pour interviewer, ça pourrait être intéressant d'interroger Étienne Klein et d'autres personnes spécialistes de ces questions. La question de savoir si l'univers est habité n'est pas du tout résolue, et je crois que pour l'instant, on n'en a pratiquement aucun élément. Alors, pour répondre ensuite à votre question, d'abord, je dirais que le terme d'alien que vous utilisez est un des deux ou trois termes qui, en anglais, désignent l'étranger. Et donc, c'est assez intéressant puisque nous ne l'utilisons pas pour les humains, nous l'utilisons pour la science-fiction, si on peut dire, on a pas mal d'exemples. Et donc pour supposer quelque chose qui existerait, comme vous venez de le faire, dans du non-humain, mais dans le langage anglais, on l'utilise pour les humains. Et donc l'alien, et c'est là où dans l'humanisme cartésien, français peut-être, pour pas... On a plutôt de la résistance à utiliser le terme alien, bien évidemment. Le terme d'alien, c'est un peu l'étranger radical, c'est la différence radicale, c'est celui avec lequel aucune communication n'est possible, et comme l'avait très joliment écrit Lévi-Strauss, dès qu'on suppose qu'on est dans une impossibilité de communication avec des êtres humains, on est dans l'obscurantisme, c'est-à-dire il y a toujours une mutuelle interconnaissance, il y a toujours une mutuelle communication possible entre tous les humains, quels que soient les différences de langage. Donc l'alien désignerait un être comme ça qui est quand même très très abstrait, finalement, qui est celui ou celle avec qui aucune communication n'est possible. Donc du coup, ça répondrait un peu à votre question. On dit non, aucune communication n'est possible. Alors, ce qui est intéressant, c'est que on a des exemples déjà pour, vous savez, les anthropologues qui se basent sur l'ethnographie, ils veulent toujours partir de quelque chose de concret ou de réel. Donc tout ce qu'on a comme exemple, c'est cet univers-là, c'est-à-dire l'univers de la science-fiction. Et donc on a, moi, je pense à deux films. Alors sans en préjuger de la qualité, hein, c'est pas du tout, mais enfin il y en a un des deux dont la qualité extraordinaire dont je vais vous parler, c'est District 9, et puis un autre qui est plus marrant, de moins bonne qualité, je pense, mais enfin intéressant, c'est le Avatar, où Avatar met en scène une ethnologue. Je ne sais pas si vous avez en tête, mais Avatar met en scène une ethnologue qui va donc dans une autre planète. Jouée par Sigourney Weaver d'ailleurs. Hein. Pardon ? Jouée par Sigourney Weaver, celle qui jouait dans Alien d'ailleurs. Oui. Dans Alien, le 8e passager. Oui. Ah, d'accord. Ah, mais oui, c'est ça, oui, d'accord, oui. C'est la même, ah oui, donc d'où le coup d'œil, oui, j'avais pas compris ça, oui. Je suis pas assez spécialiste des... Oui, bien sûr, oui. Et donc là, on est en présence, effectivement, d'un monde extraterrestre, d'un monde avec des gens qui sont des hybrides de quelque chose, mais enfin étrangement, il ressemble terriblement à l'imagerie des Indiens, de l'indigène, du natif, comme on dit en anglais, le native, et l'Indien, l'indigène que l'ethnologue va découvrir avec son petit carnet de notes. Je crois qu'elle a ça aussi dans faisant éventuellement des expérimentations génétiques comme ce qui a existé en Amazonie, par exemple. On s'est permis de faire des expérimentations génétiques sur des Indiens en disant pas tout à fait des humains. Enfin bon, c'est la vieille théorie qui date de la découverte du XVIe siècle, fin du XVe siècle, où on n'est pas tout à fait sûr que les autres soient tout à fait des humains pareils. Et donc on est finalement toujours très près de cette idée de l'alien, quoi, pas tout à fait humain. Et puis l'autre exemple que j'ai, je trouve c'est un film extraordinaire qu'on n'a pas assez vu en France, et j'attends la suite impatiemment, mais je la vois pas venir, je suis très inquiet. Il a sorti d'autres films depuis, après District 9, mais c'est pas la suite par contre. Il parle plus de robots. Il a sorti Chappie dernièrement, justement. Il a sorti un autre, mais qui était oubliable. La preuve, c'est que je l'ai oublié. Ouais. Donc District 9, c'est l'inverse, ce sont des extraterrestres qui se perdent un peu dans l'univers, et leur vaisseau tombe en panne, plus ou moins, si je puis dire. Enfin, ils peuvent pas repartir. Ils se retrouvent un peu, effectivement, comme des réfugiés, exilés, qui n'arrivent pas à retourner chez eux pour des raisons diverses. Et on leur donne un espace qui correspond à un camp, et puis après on les regroupe, ça devient un camp de regroupement, et donc on est dans une réalité très actuelle. Camp de transit, camp de regroupement, et puis un camp de regroupement qui dure depuis 40 ans. Je crois que quand on est dans l'histoire, je crois qu'il y a 2 temporalités, mais enfin bon, il y a une histoire, voilà, comme ça, qui a duré 30 ou 40 ans. Et et puis
un agent moitié sécurité, moitié humanitaire, comme on en voit aussi beaucoup dans ces espaces-là, qui se fait prendre d'une certaine façon, qui attrape le virus et qui devient à moitié alien, quoi. Alors, les deux films sont intéressants, surtout le deuxième, mais ce qui me fait penser et revenir à votre question, c'est que les deux contextes sont des contextes d'extrême violence et des contextes de guerre. C'est-à-dire que le rapport à l'alien, c'est toujours un rapport qui est associé à la guerre, et finalement, et c'est ce qu'on voit aussi là quand on vient sur l'autre actualité qui est celle de l'exploration actuelle de l'univers, c'est-à-dire la compétition coloniale, quoi. On est dans un esprit colonial. Et bon, là aussi, on revient à l'histoire, parce que le rapport aux autres, c'est fait sur la modalité du rapport colonial. Donc, il n'y a pas de quoi être optimiste. C'est pas les anthropologues et c'est pas les adeptes de films de science-fiction et de ça qui vont réussir, je pense, à empêcher ce mouvement historique, finalement, que le rapport à l'autre, le rapport à l'inconnu prend très largement la forme de la violence, de la guerre et de la colonisation. Et donc il est difficile, ou en même temps il est très logique, d'imaginer l'ethnologue avec tout ça, puisque comme on l'a dit, l'ethnologie est fille du colonialisme, l'ethnologue est venu avec les colons et les missionnaires, donc on peut imaginer très bien que la question que vous posez, finalement, c'est une question de colons, c'est-à-dire les colons qui vont aller qui vont un jour découvrir qu'il y a de la vie ailleurs, vont immédiatement faire appel à des scientifiques. Et s'il y a des êtres qui peuvent faire penser à de l'humain, peut-être bien qu'ils feront appel, comme l'ont fait les colons, à des ethnologues, des anthropologues, pour les aider à comprendre comment négocier, comment faire accepter une domination, comment tirer parti, comment exploiter les sols, comment exploiter les populations, comment les dominer, etc. Alors il se peut que d'ici là, toute l'humanité ait changé de conception du rapport à l'autre, mais ce qu'on a comme expérience historique pour l'instant, c'est pas très joyeux, quoi. Justement, c'est une question qui me vient, mais on dit souvent que, dans la science-fiction, justement, que tous les rapports qu'il y a eu entre deux civilisations, il y en a toujours une qui était, a priori, plus forte que l'autre et qui a fini par bouffer l'autre. Est-ce que, en tant qu'anthropologue, est-ce que vous avez quand même des contre-exemples à poser à ça? Parce que je trouve ça un peu triste. Est-ce qu'il n'y a pas un endroit où ils se sont vus et où c'était la fête et où enfin, je sais pas, où ils ont fait la fête ensemble, ils ont fait des mariages, puis ils ont continué les deux. Enfin, je sais pas, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de positif finalement dans toute cette histoire de l'anthropologie notamment? Vous savez, le terme de civilisation me dérange un petit peu, alors je voudrais juste le reprendre. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, quand un rapport s'établit, c'est pas un rapport entre des civilisations, c'est un rapport entre des gens. Et là, immédiatement, il y a un rapport de force, là oui, qui est différent. Et donc, ce qu'on peut dire, mais il faudrait revoir toute l'histoire, et là, de ce point de vue-là, je pense qu'il y a les travaux des historiens qui sont assez intéressants. Ce qu'on peut dire dans les mémoire qu'on en a aujourd'hui en général vue du premier monde, c'est-à-dire c'est quand même, on est encore quand même dans une histoire très ethnocentrée sur le monde occidental et européen en particulier, qui s'est vu comme à l'époque de la Renaissance, qui s'est vu comme le centre du monde et faisant l'exploration et la colonisation de l'ensemble du monde. L'image qu'on a effectivement, c'est un rapport de force dans lequel le monde européen a dominé militairement, techniquement, organisationnellement d'autres peuples. Mais un historien, Romain Bertrand, a fait une très belle histoire de la découverte de Java, où il explique le malentendu qu'il peut y avoir dans l'histoire européenne, où l'on croit que la découverte de Java, alors je crois que c'est à la fin du XVe siècle aussi, la découverte de Java aurait été un moment fondateur, et en fait il a retrouvé les archives de l'État javanais de l'époque, qui existait et qui était déjà important, dans lequel le jour de l'arrivée de ces Européens sur un petit bateau qui est arrivé s'accoster, n'est même pas répertorié dans les agendas royaux de l'époque. Donc ça n'a même pas existé. Alors il a fallu attendre 100 ans et
le développement d'une entreprise militaire et commerciale européenne qui a établi un rapport de force de domination avec Java pour que finalement les Hollandais apparaissent dans les archives de la royauté javanaise. Donc on a une histoire qui est très auto-centrée dans cela, et il y a des historiens aujourd'hui qui développent l'idée de la connected history, de l'histoire connectée, c'est-à-dire de décentrer aussi l'histoire et d'essayer de retrouver un peu partout, même dans les mondes, et bien sûr dans les mondes colonisés, qui ont été colonisés, d'essayer de retrouver des traces, même si des fois c'est difficile, et on n'a pas toujours des archives, effectivement, puisqu'il y a soit des écritures qui n'existaient pas ou qui se sont perdues, ou des archives qui n'étaient pas faites, etc. Donc c'est pas un travail facile, mais là où il peut être fait, c'est tout à fait intéressant de rééquilibrer. On a parlé, Romain Bertrand parle je crois, d'histoire symétrique. Enfin, et ça, c'est un terme qui est utilisé aussi en anthropologie aujourd'hui. Alors, faut voir un petit peu plus dans le détail ce que ça signifie, mais enfin, en gros, si vous voulez, pour moi, c'est l'idée du décentrement, toujours qui est absolument centrale, c'est-à-dire, si je puis dire, c'est centrale. Il faut se décentrer, et là, en l'occurrence, si vous voulez, le trouver sur le plan historique. Quand on recompose les découvertes des autres qui ont été faites et les rapports de domination qui les ont accompagnés, c'est se dire que peut-être ce rapport de domination, il a été vu comme tel ou d'une certaine façon par le monde européen, colonisateur, commercial, militaire, d'une manière toute différente de ce qu'ont pu voir les gens qui étaient là à un moment donné. Et puis souvent d'ailleurs, en Amérique, dans les Caraïbes, en Amérique latine, le premier rapport, souvent a été un rapport de force assez violent, mais il y a eu aussi effectivement il y a toujours dans les légendes des pays, que ce soit au Brésil ou dans les Caraïbes, il y a toujours des histoires de rencontres amoureuses aussi qui sont la caricature dans les trucs, c'est Pocahontas. Il y a des Pocahontas de partout, quoi. Iracema au Brésil, Iracema, c'est une histoire comme ça d'une indienne dont un blanc fort, grand, armé, etc. tombe amoureux et tombe sous le charme de l'indienne. Alors, toutes ces histoires, c'est des recompositions, bien évidemment, qui datent en gros de la fin du 19e siècle, où on s'est mis à regarder un peu différemment, à vouloir aimer ceux qu'on a dominés, mais maintenant c'est à peu près général, quoi. Il y a toujours, on a introduit un petit peu ce rapport amoureux finalement au milieu d'un rapport qui était de violence et de domination, quoi. Ok, ouais. Donc si ça se trouve, les anthropologues vont arriver sur une nouvelle planète et la planète s'en foutra complètement, quoi. Ah ben voilà, déjà ça serait marrant, ça. Il faudrait faire un film avec ça. Les anthropologues arrivent et en fait tous les aliens s'en foutent, quoi. Ça serait super marrant. Ça ne rentre pas dans l'histoire et peut-être la 15e civilisation alien qu'ils ont rencontrée, ils s'en foutent. Ouais, c'est vrai en plus. C'est vrai en Parce plus. que nous, ça serait notre première civilisation, mais qui sait, peut-être que notre civilisation, en fait, peut-être que nous, on est un peu comme certains peuples maintenant sur Terre, c'est-à-dire qu'ils sont alors je sais plus, je crois il y a la dernière peuplade entre guillemets qui n'a jamais été contactée par l'homme. Peut-être qu'on est un peu comme ça aussi. On est tellement primitif qu'en fait tout le monde nous voit, mais ils nous laissent là parce qu'ils disent mais on va les détruire, sinon on les laisse là. On va leur filer des maladies, on va les toucher. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est une idée intéressante ça me semble aussi justement où les humains rentrent tout d'un coup dans une confédération d'aliens. Enfin, là on va loin, mais ça pourrait être marrant effectivement et ouais, c'est intéressant. Ça pose des problèmes techniques considérables. Je crois qu'il faut pas. Je crois que c'est important ces problèmes techniques parce que on est sûrement très loin d'atteindre les limites des possibilités techniques, mais il n'empêche que quand on voit les échelles auxquelles travaillent les astrophysiciens en ce moment, quand ils parlent du temps, par exemple, c'est complètement imperceptible pour nous. Donc de l'espace et de l'expansion continue de l'espace, on peut en avoir une idée, une image intellectuelle. On imagine bien que la théorie de la relativité fait qu'il y a une expansion continue de l'univers. Ça a un sens. Enfin, on peut mais le temps, c'est une temporalité inimaginable, tout en nous disant non, on n'est pas dans une absence de temps, une absence d'espace. Il y a bien du temps et de l'espace, mais c'est des échelles, qui pour nous, non seulement pour nous, chacun d'entre nous dans sa vie physique, mais
pour nous humains intellectuellement sont pas du tout assimilables. Donc là, effectivement, je pense que c'est un peu difficile de réfléchir à ça et même de produire de l'imaginaire. Enfin, c'est pas seulement de réfléchir en théorie, etc., mais c'est même de produire de la fiction, enfin de tout ça, quoi. Il y a des domaines comme ça de concepts, quoi, au niveau de des échelles de ce qui existe, des échelles de ce qui existe qu'on n'a pas les moyens de percevoir, quoi. Donc c'est difficile d'en dire quelque chose et de se dire effectivement il y a peut-être une quinzaine de, pourquoi pas, enfin on peut tout à fait dire il y a une quinzaine de peuples planétaires qui existent déjà, et puis ils nous laissent tranquilles en disant on va les laisser se dépatouiller avec leurs histoires là. Ça me fait penser à une phrase de Jared Diamond dans Effondrement, il me semble, qui dit que l'humanité, enfin la Terre plutôt, est aussi isolée dans l'univers, autant isolée dans l'univers que l'était l'île de Pâques à l'époque. Et quand on fait le rapport, on se dit ben oui, c'est vrai que sur l'île de Pâques il y a tout un microcosme comme ça qui s'est fait aussi au niveau humain, et finalement à la rigueur que le reste de la planète existe ou pas n'a pas eu d'importance jusqu'au jour où vraiment les Européens sont venus et tout, mais jusqu'à là, pendant tout un moment, ça a eu aucune importance finalement ce qui se passait ailleurs, quoi. Je trouvais que c'était un joli parallèle. Il y a aussi une phrase de, je sais plus qui, j'ai oublié l'auteur, mais qui est assez marrante, c'est la plus grande preuve qu'il existe une intelligence, une autre intelligence dans l'univers, c'est qu'ils n'ont pas encore essayé de nous contacter. C'est pas mal ça. Oui, c'est ça, oui. Si vous parliez des échelles, ça me fait penser, on est dans un endroit de geek, donc j'ai le droit de le dire, mais il y a un jeu qui s'appelle Elite Dangerous. Je sais pas si vous avez déjà joué à ça, vous qui nous écoutez, mais c'est un jeu qui est passionnant parce qu'on est avec un vaisseau spatial dans l'univers avec les vraies dimensions de l'univers. En l'occurrence, c'est juste la galaxie. On peut voyager au-delà de la vitesse de la lumière, ce qui fausse un petit peu. Et une fois que vous avez voyagé depuis la Terre jusqu'à Mars, depuis la Mars jusqu'à un autre système, vous vous rendez compte qu'en fait, même en jeu vidéo, c'est super loin, quoi. Et non, mais c'est vrai, c'est incroyable. C'est la première fois où devant mon ordinateur, je me dis, mais en fait, même la galaxie, on n'arrivera jamais au bout, quoi. Enfin, il y a Voyager qui est sorti du système solaire, hein, la sonde, qui est maintenant au-delà du système solaire, mais elle est toujours, elle est dans un entre-deux, en fait. Elle n'est pas dans un autre système. Donc, c'est assez incroyable. On a quelqu'un qui nous visite. Alors justement, c'était le mot sur les dimensions de l'univers, justement, comme vous disiez, qui sont énormes. Mais bon, en l'occurrence, même l'île de Pâques, qui était très éloignée, elle a quand même fini par recevoir la visite de visiteurs, finalement, qui a complètement changé l'île de Pâques aussi. Oui, mais je crois qu'on est encore très loin des dimensions de l'univers. Non, je crois que on est très loin, là, on est très loin du compte, là. On est encore dans du... C'est atteignable en vaisseau, quoi, l'île de Pâques, au minimum. Là, je crois que c'est effectivement, comme dit surtout si on parle en termes de peuplement, de relations, etc. Ou bien on aura quelque chose avec une accélération des savoirs, ce qui est probable parce que c'est assez exponentiel, quoi, une accélération des savoirs et des technologies de la vitesse principalement, hein. Maintenant, le problème de la technologie de la vitesse, c'est que les humains n'ont pas la composition biologique pour supporter non plus les vitesses qui seraient celles qui sont nécessaires pour aller au-delà de notre galaxie, quoi. Et quand on sait que notre galaxie n'est qu'une parmi des milliers de galaxies, ou peut-être plus que des milliers. Enfin bon, voilà. Après, on est dans des dimensions où les mots, les nombres dont nous avons un peu la maîtrise sont insuffisants, voilà. Donc c'est autre chose que l'île de Pâques, je crois, vraiment, voilà. Mais bon, on peut toujours s'amuser. Enfin, on est à moitié dans une fiction et dans un exercice théorique, donc on peut quand même le faire. Mais je crois que dans la réalité, on est très loin du. Dans la réalité, ça va être très compliqué. Alors, justement, une des questions que je me posais, c'est un anthropologue qui aurait justement des informations, admettons, d'une sonde spatiale, qui dit, ben voilà, là, il y a de la vie. Bon, hormis les problèmes de langue, dont on va peut-être parler après, mais il y a la question de savoir avec qui est-ce qu'on rentre en contact en premier. J'ai jamais vraiment lu quelque chose sur les anthropologues qui parlaient de ça. Il y a sûrement ce sujet-là, mais quand on rentre avec une communauté
qui n'est pas la nôtre. Comment on choisit la personne avec qui on va? Est-ce que c'est le hasard parce qu'on est là et lui il est là, comme vous disiez, ou c'est finalement pas un contact entre deux civilisations, c'est un contact entre deux entités très personnelles? Ou alors est-ce qu'on va chercher celui qui a le plus de plumes sur son chapeau, celui qui a la plus grande maison, ou comment est-ce qu'on fait en vrai, on va dire? C'est toujours une relation, hein, c'est ça le point de départ, l'anthropologie, le terrain de l'anthropologue, c'est toujours des relations. Et donc pour établir une relation, il faut toujours des médiations. Et donc en général, et là je peux parier devant l'histoire. En général, le premier contact se fait toujours avec des médiateurs. Ça ne se fait pas avec le commun des gens ordinaires qui sont là. Ça se fait avec des gens qui ont un peu la fonction dans le milieu d'avoir le rapport avec l'étranger. Et dans toutes les sociétés, il y a un rapport avec l'étranger. C'est essentiel au fonctionnement. Donc il y a même quand il y a des sociétés acéphales, comme on dit, il y a toujours quand même quelqu'un qui fait un rôle de médiation. Mais sinon, il y a les chefs, les prêtres et les intermédiaires, les traducteurs. Et donc la fonction de traducteur, et là je vous invite à lire et parler avec Barbara Cassin parce qu'elle a des choses très belles là-dessus à dire. La fonction de traducteur est absolument essentielle aujourd'hui en plus dans le monde, dans notre monde déjà, à notre échelle terrienne, pour essayer que la Terre fonctionne comme monde, pour que notre planète Terre existe comme monde. Il nous faudrait bien plus de traducteurs et de médiateurs qu'il n'y en a. Ça devrait être un peu le métier principal du global. C'est la fonction de traducteur-médiateur. Donc, juste une question par traducteur. Ouais. Vous entendez pas seulement qui traduit la langue? Les deux, qui traduit culturellement et qui traduit linguistiquement. C'est-à-dire qui fait le lien, quoi. Qui traduit, qui met les gens à se comprendre, qui crée un minimum d'empathie, un tout petit minimum d'empathie pour que un lien soit possible. Et donc ça, c'est toujours ce qu'il y a sur le terrain. Vous avez affaire à quelqu'un, moi si je prends mes terrains successifs, j'ai toujours eu affaire à quelqu'un qui s'est trouvé, a posteriori on s'en rend compte, qui s'est trouvé être disponible pour celui qui vient de dehors, qui est soit parce qu'il parle français, et donc il va m'initier à la langue, et il va me faire rencontrer le chef, il va me faire rencontrer les chefs de famille, par exemple, quand vous arrivez dans un monde acéphale, politiquement, vous allez voir des familles. Vous voyez d'abord, même si vous voyez un enfant, l'enfant vous dit va voir mon père, va voir mon grand-père, c'est lui qui décide, c'est lui qui va te dire ce que tu peux faire. Donc vous avez toujours au minimum le chef de famille. Pour mon premier terrain dont je vous parlais hier dans notre entretien, pour moi ça reste quelque chose de très fort, c'est le Maïguida chez des peuples Haoussa en Afrique de l'Ouest. J'ai eu affaire pendant un an et demi à des gens qui m'ont d'autant plus impressionné que j'étais étudiant et donc j'étais jeune et j'étais dans l'apprentissage. Et il y avait des hommes comme ça, chefs de famille, qui en fait contrôlaient un petit peu tout. Donc c'était pas forcément des personnages sympathiques, quoi. Mais c'était des gens, le Maïguida. Le Maïguida, c'est le chef de famille, c'est le patron, c'est le chef de la maison. C'est quelqu'un qui résout tous les problèmes pour tout le monde, en même temps qui domine aussi tout le monde d'une certaine façon. Bon. Donc quand on arrive quelque part, on a affaire d'abord à ces médiateurs et à ces chefs, à ces sages, etc., qui après nous font venir. Alors on pourrait parler longuement là-dessus parce qu'il y a eu toute une version de l'ethnologie dite malinowskienne maintenant, c'est-à-dire de Bronislaw Malinowski, qui a consisté à s'installer sur la terrasse de sa maison et à faire venir les gens que le chef du village et le chef des familles lui a menés. Et donc, il posait ces questions, et dites-moi votre généalogie, dites-moi votre croyance, dites-moi votre ceci ou cela, et les gens s'exécutaient parce que le chef leur avait dit allez répondre au blanc qui est là. Et donc, c'est un rapport de la relation ethnographique était déterminée par le rapport de domination de type colonial qui était là. Et puis il y a eu tout un courant qui en gros des années 50 avec certaines figures comme Oscar Lewis par exemple ou d'autres qui étaient anti-malinowskiennes, qui étaient de dire l'anthropologue est là pour parler
au nom du peuple. C'est-à-dire, et donc c'est une version populiste, quoi, si on peut dire, de l'anthropologie, qui a consisté à dire les vrais interlocuteurs de l'anthropologue, ce ne sont pas les chefs, les sages, les prêtres, c'est le peuple qui est dominé par ces chefs, ces sages. Et donc là, il y a eu un conflit, bon, qui est toujours un peu présent, si on veut, dans l'anthropologie, et qui fait que, effectivement, quand je vous dis, quand on arrive, il y a toujours c'est le médiateur, traducteur. Après, voir qu'est-ce qui arrive derrière. Je pense que le médiateur, traducteur, c'est indispensable. Après, à qui vous amène le médiateur traducteur? Il vous amène vers les chefs, ou il vous amène vers les opposants, vers les résistants, vers les divergents, etc., qui sont des figures qui existent partout aussi. Et donc après, bon, il faut arriver à saisir la totalité de la situation, et ça peut prendre du temps. Est-ce que justement, il n'y a pas un côté colonialiste de se dire que quand on est anthropologue ou quand on est ethnologue ou quand on est globalement quelqu'un d'autre, quand on arrive dans une communauté où là, en l'occurrence, ce serait peut-être une nouvelle planète, que tout de suite on va s'occuper de nous comme si on était quelque chose de spécial, on va dire, où on va justement nous amener au chef, etc. Ce qui s'est effectivement passé pour beaucoup d'anthropologues parce que ça accompagnait le colonialisme, comme vous le disiez, mais si ça se trouve, on peut arriver sur une planète où lui, on sait pas qui c'est, on s'en fout, et voilà. Enfin, du coup, comment ferait l'anthropologue? Il faut aller vers le curieux, vers celui qui voilà, justement. de s'intéresser, Oui. De toutes les façons, le premier rapport, le savoir que c'est un anthropologue, comme vous disiez, les gens s'en foutent, quoi. Enfin, ça leur dit rien. Donc, en revanche, c'est un étranger. Et quel est cet étranger qui arrive? Qui va s'en occuper de cet étranger-là? Donc, ce qui est intéressant aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe en Europe et ailleurs dans le monde, et ce rapport tellement difficile et tellement violent contre les étrangers, c'est que moi j'ai toujours eu l'expérience de gens qui avaient une pensée de l'accueil de l'étranger, c'est-à-dire on n'était jamais foutu à la porte, ou à moins d'être agressif, violent, etc. Mais l'étranger est toujours accueilli, et ça c'est une leçon extraordinaire quand même. Il y a toujours une place pour l'étranger qui, même pour dormir, pour s'installer, pour manger, évidemment. Première chose de l'étranger, c'est qu'on lui donne à manger. Donc là, à ce moment-là, les gens, ils vous demandent pas si vous êtes coiffeur, anthropologue, prince, ou je ne sais quoi. C'est après le rapport qui s'institue, effectivement, là, ça peut être l'anthropologue qui dit « je suis là pour créer un savoir sur votre culture », etc. C'est là où ça crée un rapport peut-être un peu bizarre. Donc là, je pense que ce qu'on peut imaginer de ce qui se passerait sur une autre planète est un peu la même chose finalement que ce qui se passe partout dans les enquêtes que font les anthropologues, c'est-à-dire à mon sens, ce qui est important, c'est de savoir ce qu'on apprend dans des relations qu'on établit avec les gens, et cet apprentissage, il est dans l'empathie et dans une certaine modestie. On est là pour apprendre. Enfin, on dérange des gens et on leur demande de nous enseigner des choses, quoi. On a envie de comprendre. Donc, je pense que il faut essayer au minimum d'établir un rapport égalitaire, et de toutes les façons avec une certaine modestie. Oui. Vous parlez de rapport égalitaire, et en même temps, quand on va justement en tant qu'anthropologue ou ethnologue, même maintenant dans certaines communautés, on a quand même une technologie, on est habitué à ça, qui est au niveau purement technologique supérieur, on va dire. On arrive avec des ordinateurs maintenant. À l'époque, on arrivait avec des armes, par exemple, qui donnaient une certaine supériorité peut-être à l'anthropologue ou à l'ethnologue. Dans un futur contact, on est souvent à penser que l'homme serait justement celui qui a le moins d'outils, en fait. Ou nous, on arriverait avec un iPhone 6 Plus et on nous dirait ça, on a déjà depuis 100 ans, on s'en fout, vous avez rien d'autre. Enfin, est-ce que ça changerait les rapports, justement? Est-ce que c'est justement la différence d'outils? Parce que finalement, on s'en est rendu compte encore en allant au Quai Branly hier, il y a encore des choses qui pour nous paraissent peut-être archaïques quand on les voit, parce que c'est un assemblage de bois, etc. Mais finalement, comment ça a été fait, etc., ça demande beaucoup de capacité, en fait, pour le faire. Presque autant qu'un iPhone 6 Plus, si on met les outils en rapport, on va dire. Qu'est-ce qui se passerait si on est devant une technologie qui nous est beaucoup supérieure ou vraiment différente? Du coup, qu'est-ce que ça changerait pour l'anthropologue?
Ça change beaucoup, mais là, si vous voulez, ce que vous dites me fait revenir. Enfin, l'effet de cette scène que vous imaginez est un effet critique sur cette manière d'arriver, quoi, de l'anthropologue. Je crois qu'il y a une vidéo dont on avait discuté sur Entre Podcast, justement, qui a été mise à mal, où il montre un miroir, sauf erreur, c'était en Papouasie, Nouvelle-Guinée, justement. Où non, je crois que c'est... Exactement, où il montre un miroir, où il montre des spaghettis, je crois, etc. Et où les gens n'ont jamais vu ça, quoi, en fait, des outils, justement. Et qui, du coup, lui donne quand même une certaine supériorité, je pense. C'est se poser un peu, essayer en tout cas de prendre une position de regarde tout ce que j'ai à t'apporter, etc. Alors que ça crée pas du tout quelque chose d'égalitaire dès le départ, quoi. Non, tout à fait. Enfin bon, même ne serait-ce, c'est des choses qu'on peut discuter. Par exemple, ne serait-ce qu'arriver avec des caméras, puisque maintenant on dit qu'on peut faire de l'anthropologie visuelle. Personnellement, j'ai jamais fait ça. J'ai essayé systématiquement parce que je pense que c'est le principe même, quoi, de ce rapport qu'on veut établir. Si on veut l'établir dans la compréhension, je suis là comme étranger et j'essaye d'être un peu moins étranger et de comprendre ce que vous faites. Si vous arrivez avec un appareillage technique, évidemment, vous fascinez les gens. C'est très facile de séduire comme ça et de fasciner. Trop facile. Et donc l'exercice, au contraire, pour moi, il est un exercice d'un grand dénuement, si vous voulez, de dire je suis là, moi, mon être avec mon corps et ma tête, et c'est tout. Et je suis disponible, j'ai du temps. Voilà. Alors que souvent le monde occidental arrive avec beaucoup de technologie, des grosses voitures et pas beaucoup de temps, mais ça, et impose sa temporalité. Voilà. Et là, au contraire, par exemple, ne serait-ce qu'apprendre les temporalités différentes de gens qui ont des manières de travailler différentes, ou n'ont pas de boulot, ou n'ont pas de logement, etc. Moi, j'ai pas honte de vous dire qu'un jour j'étais fatigué et on faisait nos enquêtes à Calais, et dans le campement de Calais, on était là, on était arrivé, j'étais crevé, j'ai dormi avec les gens qui continuaient de parler à côté. Et j'ai dormi pendant des heures, là, je suis resté là, personne m'a dérangé. Et voilà, j'étais dans le campement de Calais juste quelques mois avant qu'il soit détruit par, je crois que c'était Besson à ce moment-là. Pour moi, ça, c'est un accueil, si vous voulez, d'un accueil et une temporalité tout à fait essentielle. Enfin, c'est très important je pense que l'ethnographe fait cet exercice-là de se mettre dans la temporalité, d'être lui-même, bien sûr, ou elle-même, mais on est dans une cabane. Et ben, comment on est est-ce qu'on peut dormir dans une cabane? Alors, je dis pas que j'ai dormi pour faire l'expérience de dormir, parce que j'étais crevé, mais ça fait partie, quoi, l'exercice naturel de la vie naturelle, sociale, fait partie de ce que doit être, à mon avis, le travail de l'anthropologue. Donc, ça prend du temps aussi, évidemment, oui. Ouais, donc vous arriveriez devant des aliens avec votre petit carnet de notes et votre crayon. Voilà, et puis éventuellement demander à manger et demander un endroit pour dormir. Ouais. Alors là, moi du coup j'ai une question, mais en fait je me dis, au final, nous, selon notre propre référentiel humain, on évalue un petit peu l'intelligence. Justement, on parle d'intelligence, d'une autre intelligence dans l'univers. On évalue l'intelligence un petit peu avec la technologie, avec ça aussi. Et si finalement une autre intelligence, qui n'est pas vraiment ce côté un peu, ce côté technologique et tout ça, et qu'on se rende, voilà, et qu'on ne se rende pas compte en fait de leur intelligence, ou que eux ne se rendent même pas compte que nous sommes d'autres créatures intelligentes. C'est-à-dire qu'en fait, ils nous voient, ils disent bon bah c'est cool, ils font des nids en béton dans une espèce de matière et tout ça, et qui se rendent pas compte en fait finalement, et qu'on se passe à côté, quoi. C'est-à-dire oui, ça c'est un peu les limites de notre savoir, c'est-à-dire que est-ce qu'il y a quelque chose au-delà de l'humain? Ça veut dire aussi, est-ce qu'il y a quelque chose au-delà des savoirs, des conceptions, des savoirs techniques ou des concepts qui est possible? Bon là, évidemment, on n'a pas la réponse, parce que ça dépasse nos capacités de connaissance. Mais on peut toujours, effectivement, on peut toujours garder cette idée-là en tête pour pas être trop surpris le jour où quelque chose arrive, quoi. Ouais, c'est assez fascinant. Ouais, bon, pour le coup, pour ce que tu as dit, je suis assez d'accord. Et
comment on évolue, comment on évalue une civilisation en fait. À l'aune de quoi est-ce qu'on dit qu'une civilisation est plus avancée? Déjà, contre humain, on a du mal et on dit un peu n'importe quoi. Il faut imaginer quelque chose de vraiment différent, on aurait certainement du mal. Et ça pourrait aller dans les deux sens. Et du coup, j'ai une question peut-être un peu débile, mais si une intelligence extérieure avait, pour le coup, ce serait probablement pas des anthropologues, mais disons l'équivalent anthropologue. Est-ce que le meilleur moyen de faire rentrer ces deux civilisations en contact, ce serait d'avoir ces deux anthropologues qui discutent? Ou est-ce qu'au contraire, ils commenceraient à élaborer des théories tellement folles que finalement, 100 ans plus tard, on serait toujours à se demander à quoi sert ce câble ici? Est-ce que c'est un attribut qui fait sembler au soleil et qu'on est en train d'adorer à 4 en buvant des boissons étranges? Je sais pas, mais des fois je me pose la question en voyant toutes ces théories qui sont certainement vraies, mais qui des fois vont quand même très 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 loin, quoi. Dur à savoir. Mais je trouve le concept rigolo, en fait. Un anthropologue amène l'autre dans sa société, et qu'après il fasse l'inverse. On a déjà du mal à faire exister, d'ailleurs je crois que ça n'existe pas vraiment, ça ne fonctionne pas, une association internationale des anthropologues, donc si c'est une association multiplanétaire, oui, ça, on aurait peut-être du mal, on aurait des divergences théoriques, etc. Non, mais ouais. Ouais, le concept est intéressant. Une question, il me semble que est-ce que les ethnologues ou les anthropologues, ils ont eu ce rôle des fois vous l'avez dit, qui ont aidé le colonialisme justement, ou à fixer des premiers rapports commerciaux ou des premiers rapports politiques. Est-ce que si vous aviez l'occasion, admettons, de rentrer en contact avec justement une autre entité, est-ce que ce serait pas le moment justement de repenser le rôle de l'anthropologue? Est-ce qu'il n'y aurait pas le risque qu'il soit de toute façon utilisé comme il est utilisé maintenant? Et qu'est-ce que devrait faire l'anthropologue pour sortir de ce concept colonialiste, comme vous l'avez dit avant? Comment on fait pour être anthropologue en dehors de ça? Oui, alors c'est intéressant parce qu'effectivement on peut considérer qu'on aurait l'avantage de l'histoire, c'est-à-dire d'avoir justement d'avoir appris, quoi. D'avoir, on va dire, au minimum, quoi, fin 19e, on va dire, quoi, on a un siècle et demi, quoi, à peu près, pas tout à fait, d'histoire, de ce rapport de la connaissance, de l'exploration ethnologique, de la connaissance anthropologique avec le colonialisme. Et ça permettrait, alors je pense que je suis pas sûr qu'on arriverait à inverser cette relation entre savoir et pouvoir qui est quand même très forte. Donc il y aurait toujours ceux qui diraient non, on n'y va pas parce qu'on va être au service des colonisateurs, donc on refuse d'être au service des colonisateurs. Et puis il y en a qui diraient écoute, on a des crédits pour y aller, autant en profiter. On leur donnera un rapport et puis on pourra faire nos enquêtes par ailleurs, etc., etc. Et donc je pense qu'on aurait le même genre de débat. Donc ça va peut-être pas changer grand-chose. Peut-être qu'on verrait plus vite ce désir de la pluralité des voix, parce que ça c'est quand même quelque chose qui est acquis, il me semble, maintenant, par rapport à ce qu'a été l'ethnologie fin 19e, début 20e. L'ethnologie professionnelle constitue en gros dans les années 20 Boas, Malinowski, etc., où c'était toujours l'ethnologue prend la voix du pouvoir et donne la représentation officielle d'une société. Depuis, il y a eu toute l'histoire, et notamment, toute l'histoire de la connaissance anthropologique, et notamment cette idée que pour arriver à comprendre une société, il faut la considérer dans sa pluralité, dans la pluralité des voix, des positions, des représentations, etc. Donc je pense que ça s'est acquis et que cette idée-là serait présente dès le début. Est-ce qu'elle serait facile à mettre en œuvre? C'est pas évident, puisque justement, si on arrive dans des sociétés hiérarchiques, l'accès se ferait là aussi comme non seulement par des médiateurs, traducteurs, des gens qui ont l'habitude des rapports à l'étranger, mais aussi se ferait par des gens du pouvoir. C'est un peu comme on a parfois dans des sociétés qu'on ne connaît pas, dans lesquelles on arrive.
on est autorisé à faire des enquêtes dans certains lieux, et avant d'aller voir des gens dont on sait qu'ils sont là et qu'ils ont une voix différente, c'est parfois difficile d'avoir accès puisqu'il faut transgresser les hiérarchies pour arriver à avoir accès à ces voix, à ces positions différentes. Donc il se peut qu'il y ait le même genre de problème a priori. Vous voyez, on pense l'extra-humain avec ce qu'on sait de l'humain. Donc Oui, les parallèles sont de toute façon multiples justement. Que voulais-je demander déjà? Oui, justement. Est-ce que l'anthropologue, et ça c'est peut-être une question purement terrestre, est-ce que ça lui arrive des fois de cacher des informations qui pourraient être mal utilisées? Vous preniez Avatar par exemple, alors c'est très très basique, hein, ils ont leur grand arbre, dessous il y a des minerais, etc. Est-ce que l'anthropologue, il a un rôle justement, peut-être justement politique, justement en se disant, je connais plein de choses sur cette communauté, admettons, mais je vais pas tout dire parce que ça risque de la détruire. Est-ce que l'anthropologue a cette réflexion quand il est sur le terrain justement, de se dire quelle est la limite entre j'informe sur mon travail ou je risque de casser ce que je viens de voir? Oui, ça c'est quelque chose qui est permanent, c'est le problème de l'éthique de la recherche, quoi. C'est quelque chose qui est très très présent. D'autant plus on a affaire à des relations avec des gens, donc ça, avec des vrais gens. Les gens font confiance pour arriver à savoir un petit peu des choses sur le fonctionnement des sociétés, au-delà du savoir malinowskien, le savoir un peu officiel, etc. Mais même en incorporant ce savoir officiel, plus les savoirs alternatifs, les divergences, les résistances, etc., il faut du temps, il faut de la confiance, il faut avoir établi une relation avec des gens. Donc il y a déjà toujours ce sentiment de la trahison que des gens ont déjà écrit là-dessus. Moi, j'étais aussi assez sensible à cette idée-là, c'est-à-dire que quand on veut objectiver des savoirs qu'on a, il faut oublier qu'on a eu affaire à des relations subjectives. Donc ce rapport sujet-objet, il est très important dans le fondement quoi de l'anthropologie. Mais effectivement, il y a cette première question d'une certaine trahison de la confiance qu'ont mis des gens pour nous raconter des choses qui leur étaient parfois très personnelles, comme quand on travaille avec la mémoire familiale, par exemple, choses comme ça. Des fois, on a affaire à des histoires que les gens racontent avec énormément de sentiments, d'implication. Enfin. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est à un moment donné savoir que ce qu'on sait peut mettre en danger des personnes ou des groupes ou toute une société. Alors toujours après là, les notions sont plus compliquées quand on parle de toute une société, tout un groupe ethnique, etc. Là, moi, je suis un petit peu plus réservé sur ces idées-là, mais je pense là plus concrètement, oui, sur des familles, sur des gens qui occupent par exemple des positions de leadership dans des formes de résistance ou des gens qui sont dans la fuite par rapport à un mode de domination au sein d'une société, etc. Enfin bon, il y a tout un tas de choses qui relèvent parfois du secret, mais plutôt du secret des trajectoires individuelles, des histoires de famille, qui peuvent être un préjudice pour les personnes, où là, effectivement, on a toujours la ressource de l'anonymat. Hein, il faut anonymer ses sources, comme on dit, mais je pense que c'est pas suffisant, et donc des fois, effectivement, ça pose des problèmes parfois d'autocensure, quoi. Il peut y avoir de l'autocensure, ce qui est dommage. Alors, parce qu'en même temps, je pense que pour le savoir qu'on doit produire ne doit pas avoir de censure. Alors, c'est un peu compliqué à tenir les deux, ça je reconnais volontiers. Mais enfin bon, c'est un problème qui se pose, quoi. Est-ce que c'est moins évident par rapport à votre question, c'est moins évident quand on dit c'est des peuples qui sont mis en danger, etc. Parce que c'est la notion de peuple ou la notion d'ethnie qui est en jeu. Et donc à ce moment-là, moi je suis plus... c'est plus individuel, voilà. Comme vous l'avez dit sur les familles. Les sources, c'est-à-dire le travail de l'ethnologue, c'est un travail qui est dans des relations avec des vrais gens. Et c'est ça où des fois, on a une responsabilité de ce point de vue-là. Parfois une responsabilité politique quand on a affaire à des conflits, par exemple. Je me suis souvent trouvé à enquêter ou à être un peu au milieu de
de situations dans lesquelles il y a des conflits. Bon, c'est vrai qu'on a certaines responsabilités, voilà, éthiques. Qu'est-ce qu'on fait avec ce qu'on sait? Qu'est-ce qu'on fait avec des fois le simple fait de décrire ce qu'on a vu, parce que personne ne l'a vu exactement comme ça, peut être dérangeant, quoi. Bon, voilà. Moi, je pense qu'il faut pas se censurer, mais des fois, c'est difficile à tenir, ça, voilà. On a été au Quai Branly justement pas plus tard que hier, et on a vu beaucoup de matériel, disons, qui a été pris plus ou moins dans les règles de l'art, on va dire, chez les gens chez qui ils ont été. C'est une question que je me suis posée. À quel moment est-ce que l'anthropologue se dit « Tiens, je vais prendre quelque chose, un objet qui va être intéressant pour un musée ou intéressant pour mon étude ?» Et à quel moment il se dit « Non, là, je suis en train de prendre un truc que les gens utilisent vraiment dans des pratiques actuelles ou voire même qui sont plus pratiquées, mais qui ont une réelle importance. » On a toujours eu tendance à prendre, actuellement, sans trop se poser de questions, parce que c'était plus joli dans notre musée que dans le petit village qu'on a visité. Voilà, exactement. Bon, avec des aliens, je veux bien, ça devient compliqué un peu d'en parler parce qu'on saurait pas ce qu'ils ont, ni l'importance que ça a. Mais à quel moment l'anthropologue se dit, tiens, je prends ça parce que ça a une importance, ou ben je laisse parce que c'est pas à moi, finalement. Moi, je prends rien, en tout cas. Bon, déjà, il faut dire dans vos sujets. Je ne suis pas muséographe. Voilà, non, mais j'ai un rapport très lointain et voire conflictuel avec la muséographie, parce que effectivement, ça, c'est un rapport de domination. C'est un savoir qui est inscrit dans un rapport de domination. Alors, on peut en faire des très belles choses, on peut en faire de l'ethnic business comme la boutique du Quai Branly, mais c'est pas le rapport au savoir. Enfin, là, on est vraiment dans un rapport entre savoir et pouvoir qui est complètement imbriqué. Et donc après, effectivement, maintenant et je parle de l'ethnic business pour tout ce qui est effectivement l'apparence du Quai Branly, mais je sais très bien qu'il y a un département de recherche où il y a des choses intéressantes qui se font, etc. Et où on essaye de revaloriser par un autre biais ce qu'on a retiré aux gens et maintenant que c'est là, il faut bien en faire quelque chose, enfin bon, etc., etc. Mais je pense que dans son essence même, quoi, le problème du retrait des choses d'une société dans laquelle on va et qu'on a pu le retirer parce qu'on avait un pouvoir militaire ou d'argent, vous savez, moi c'est pas dans mes pratiques et je ne pense pas que ça soit en soi lié à la pratique de l'anthropologue. C'est autre chose. Alors c'est ça qui est marrant, c'est qu'on l'a une espèce de. C'est intéressant de voir que cette pratique-là de retirer des objets culturels d'un milieu qui, sous prétexte que ce milieu-là ne savait même pas que ces objets étaient culturels ou je ne sais quoi, soit associé à l'idée de l'anthropologie. Moi, ça me dérange, ça, que les deux soient associés. Je pense que c'est très différent, quoi. Et vous parlez d'un rapport de domination, du coup, de prendre... Est-ce que l'anthropologue, quelque part, est-ce qu'il n'y a pas un rapport de domination aussi, puisqu'il vous venez étudier quelqu'un, en fait? Donc, comme je sais pas, moi, on prend la connaissance. Oui, voilà, non, bien sûr, comme un objet, mais c'est le problème du sujet et de l'objet. On veut objectiver des pratiques et des cultures et des sociétés qui se vivent elles-mêmes comme des sujets. Il faut arriver, je suis tout à fait d'accord, enfin, c'est quelque chose qui est très présent dans la science sociale, enfin dans l'anthropologie. Cette question-là, elle est très présente. Comment est-ce qu'on interprète, comment est-ce qu'on comprend des sociétés qui se donnent elles-mêmes comme des sujets sans leur enlever leur existence de sujet, hein. Et donc là aussi d'avoir un certain rapport égalitaire avec cet autre qui, lui, est sujet. Et bon, c'est compliqué, mais je pense que produire du savoir sur les sociétés en général, comme sur sa propre société, donc c'est une des réponses, finalement, on peut aussi faire ça sur sa propre société, il faut faire ça sur sa propre société, faire de l'anthropologie sur sa propre société, pour essayer de rétablir cette égalité-là. De la sociologie. Oui, mais alors, oui, là, effectivement, le problème après, c'est le rapport à l'ethnographie. On peut dire que on attribue en général à la sociologie ce qu'on fait sur sa propre société, mais on peut avoir, si vous voulez, après, il y a
on peut avoir un rapport aussi anthropologique avec sa propre société qui consiste à fonder sa connaissance sur des relations personnelles, microsociales, des rencontres ethnographiques, comme on dit, la rencontre ethnographique, en réintroduisant à chaque fois une espèce de décentrement ou une étrangeté qui fait qu'on ne prend pas les classifications ou les catégories que se donne cette société comme des catégories naturelles. Tout m'est étranger. Même le fait que cette société se pense elle-même comme occidentale, avec des classes sociales, avec des catégories socio-professionnelles, avec des jeunes, des vieux, des moyens. Tout ça m'est étranger et je remets à zéro un petit peu je remets à zéro le savoir quoi sur cette société-là. Donc voilà, peut-être ce qui peut différencier l'anthropologue du sociologue, c'est qu'il ne fonctionne pas avec des catégories a priori de ce en quoi serait déjà donnée la société quoi. Tout est à nu, comme quand on arrive dans une peuplade lointaine, si tant est que les donc l'anthropologue il va étudier de manière globale en fait, même s'il est auto-anthropologue du coup qui étudie sa propre société, il va essayer de l'étudier de manière globale plutôt que par des groupes sociaux, par exemple. C'est ça la différence. Voilà. Et il va poser le problème de l'unité pertinente, c'est-à-dire quelle est l'unité de vie pertinente, en oubliant, enfin, ou en revenant au fait que ce qu'on a pris pour des unités pertinentes pour les autres sociétés, comme la famille, le clan, le lignage, voire l'ethnie, avant que toute une ethnologie finisse par considérer ces unités-là comme des unités naturelles chez l'autre, si on les reprend à l'origine de l'enquête, on dit, bah ça, c'est les unités qui me sont données à voir quand j'arrive quelque part, je me dis, tiens, comment est-ce que les gens vivent? Et donc ça, on peut le reproduire sur sa propre société. Donc on aurait affaire peut-être effectivement à beaucoup d'individus, voilà, une société multi-individuelle avec des réseaux. On peut aussi, du point de vue de l'anthropologie, faire de la sociographie des réseaux, par exemple, où c'est quelque chose de tout à fait intéressant. Par exemple, pour aborder les milieux urbains. Moi, j'ai beaucoup travaillé dans les contextes urbains en Afrique ou en Amérique latine. C'est vrai qu'on a aussi bien à faire quand on veut arriver à comprendre comment est-ce que les gens vivent, dans quels cadres sociaux et qu'est-ce qu'ils fabriquent comme milieu social. On a beaucoup à faire à des réseaux où il y a de la parenté, où il y a du voisinage, où il y a un mélange comme ça. Et donc on peut recomposer un peu comme ça des sociétés qui marchent plutôt en réseau. Et l'idée même de société, un des clivages les plus importants, c'est de dire que ce qui différencie les anthropologues des sociologues, c'est que les sociologues croient que la nation est une catégorie naturelle de l'État. Et donc, quand ils pensent quelque chose, les catégories sociologiques, comme on dit, ou des classes sociales, c'est toujours dans un contexte national. Et en fait, le cadre de la nation, pour l'anthropologue, c'est un des cadres dans lesquels se donnent les représentations politiques, mais c'est pas le seul. Enfin, il y en a des tas de cadres. Donc, on a ce dénationalisme, cette critique du nationalisme méthodologique, comme ça a été dit par certains, la critique du nationalisme méthodologique est plus importante dans le cas de l'anthropologie et un peu en retard, quoi, peut-être, dans le cadre de la sociologie. On a parlé avant de ce qu'on irait éventuellement prendre sur une autre planète. Du coup, qu'est-ce que vous y amèneriez, mis à part votre connaissance? On dit, je sais pas, est-ce qu'un anthropologue, même sur Terre, est-ce qu'il emmène une tablette avec des photos de Paris, avec des photos du métro, avec des photos, je sais pas, de hamburgers, ou je sais pas, qu'est-ce qu'on mange à Paris, je sais pas, des moules, j'en sais rien. C'est quoi qui se fait? Des fondus savoyardes, voilà, apparemment, il y en a plein partout, ce qui me semble bizarre parce qu'on n'est pas en Savoie, mais bon, admettons. Enfin, est-ce qu'on amène quelque chose comme ça? Oui, moi je pense qu'on amène ce qu'on aime, quoi. Je pense, oui, ça doit être ça. On amène ce qu'on aime, on amène ce qu'on trouve beau. La musique, c'est juste? Oui, de la musique, oui. Alors, la littérature, c'est plus compliqué, parce qu'il faudrait la traduire, justement. Et c'est marrant que l'universalisme de la musique fait qu'on pense que ça ne serait pas à traduire, alors que la littérature serait à traduire. Mais oui. La musique, avec quelque chose de non humain, ça peut être un art qui est complètement incompris aussi. On en sait rien. En fait, on se pose aussi le problème de qu'est-ce qui est humain et qu'est-ce qui est universel. En fait, on parle toujours des choses universelles, mais qu'est-ce qui est vraiment universel puisqu'on ne connaît que nous-mêmes en référentiel humain. Non, mais exactement. Pour l'instant, l'universel,
Pour l'instant, l'universel c'est l'humain et l'humain c'est le terrien. Voilà, on a ces équivalents. Déjà, est-ce qu'on peut penser à un humain non terrien? Alors ça peut se poser, par exemple, quand là quelque chose qui est presque réaliste, c'est d'imaginer qu'on peut installer des stations, des stations spatiales, des îles. Plus c'est le 5e élément, c'est ça, nos Besson avec. C'est exactement ça. Voilà, des espaces. Donc ça me semble assez réaliste, peut-être pas là, mais dans 2 ou 3 générations, quoi, tout à fait. Voilà, de créer des stations spatiales assez gigantesques pour aller en vacances ou créer des usines non polluantes, enfin je ne sais quoi. Et donc là c'est l'humain non terrien, on va dire, l'humain au-delà du terrien, et puis un universel extra-humain. Alors c'est vrai que dans l'anthropologie on a quelque chose maintenant qui à mon sens est un peu pauvre, mais bon, qui existe, qui va peut-être dans cette idée-là, qui est ce qui est le non-humain au sens de l'animal, le microbe. Hein, on fait l'ontologie du microbe, l'ontologie du jaguar, etc. Et donc pour moi, ça c'est pas bon, c'est intéressant, mais on sort un peu. On a dans les connaissances scientifiques humaine, on a tout un domaine déjà de connaissances, qui est les connaissances de l'animal avec l'éthologie, non pas l'ethnologie, mais l'éthologie, où là il y a eu un domaine... Peut-être préciser pour les auditeurs qui connaissent pas forcément, l'éthologie c'est la science du comportement animal, voilà, l'éthologie, hein, voilà. Et donc là ça existe, et il me semble que c'est un peu dommageable pour l'anthropologie de l'étendre à un non-humain qui serait animal ou même qui serait de la chose, quoi, de la chose elle-même. Alors c'est compliqué, ça mérite volontiers qu'on en discute. C'est-à-dire que si on parle des rapports des humains à la nature, des rapports des humains à l'animal, des rapports des humains à la forêt, à la ville, à l'environnement en général, je pense que c'est tout à fait pertinent, quoi. Mais c'est toujours pareil, si on parle de ces êtres-là en prétendant du point de vue de l'anthropologie en faire une ontologie, ça me paraît être un peu de la surinterprétation, comme on dit. Il faudrait créer une nouvelle discipline, en fait, l'aliénologie, quoi. Parce que là, c'est vrai qu'au final, on va étudier les aliens. Oui, alors ça, c'est l'autre, voilà. Parce qu'on est anthropologue. Voilà, c'est ça. Non, voilà. C'est la limite, c'est l'autre côté de la limite, quoi, de l'anthropologie ou de l'humain, c'est-à-dire ce qui est extra-humain, extra-humain et extraterrien et extra-humain. Et là, effectivement, je sais pas si c'est encore effectivement le domaine de l'anthropologie ou est-ce que c'est un humain extraterrien. Dans ce cas, on serait dans le domaine de l'anthropologie. Est-ce que c'est un non-humain Est-ce qu'on part du principe justement qu'à partir du moment où il y a une certaine forme de culture et d'intelligence, c'est-à-dire on part sur c'est-à-dire dire que c'est du domaine de l'anthropologie quand même, puisqu'on étudie des... Il y a du langage, c'est-à-dire il faut qu'il y ait du langage, il faut qu'il y ait de la culture, enfin, c'est un peu, voilà. Il faut qu'il y ait du langage, il faut qu'il y ait de la culture, et il faut qu'il y ait un monde de relations, il faut qu'il y ait des hiérarchies, des relations, etc. Justement, pour poursuivre ce que dit Nathan, c'est assez intéressant. On a été voir l'exposition sur les grands singes, je trouvais que c'était pas beaucoup mis en avant dans l'exposition, mais ils ont fait un hors-série Science et Vie qui est vraiment génial, je sais pas si vous l'avez consulté, mais justement qui a rapport avec cette exposition et qui parle justement de la culture un petit peu principalement chez ce qu'on appelle les grands singes et où à quelque part, moi en lisant je me suis dit mais finalement quelle est vraiment la différence entre quelqu'un qui étudie les grands singes en essayant justement de voir quel point de culture il y a, quelle hiérarchie il y a, quel langage il y a, et on sait qu'il y a du langage, on sait qu'il y a de la culture, même si on a tendance à dire qu'elle est basse comparée à la nôtre, mais ça fait des parallèles un peu bizarres avec ce qu'on pensait de certaines communautés il n'y a pas si longtemps que ça, et que certains pensent encore aujourd'hui, accessoirement. Donc je me dis, est-ce qu'on doit vraiment traiter les grands singes comme quelque chose de différent, ou est-ce qu'on doit les étudier comme on étudierait une société humaine? Alors je sais que c'est allé très très loin, on va pas avoir la réponse aujourd'hui de toute façon, mais je trouvais que la question méritait sérieusement d'être posée, quoi. Il y a vraiment des comportements chez les singes et chez d'autres animaux accessoirement aussi, on parle souvent des dauphins, des baleines, etc., où on comprend pas
clairement pas tout ce qu'elles font, mais la question est là, on serait en présence d'aliens, ce serait pas réellement différent, peut-être pas réellement différent. Sur un plan méthodologique, dans un premier temps, c'est pour ça que je disais le problème, c'est que il faut toujours avoir des traducteurs et des médiateurs. Là, le problème, je pense qu'on fait beaucoup de surinterprétation, mais pourquoi pas? Enfin, je veux dire, ça peut être des hypothèses aussi, mais on n'a pas les moyens jusqu'à présent de traduire et de donner à comprendre, de traduire et de donner à comprendre le comportement des singes, des grands singes ou de différents animaux. Alors c'est vrai que quand on arrive effectivement dans les grands singes, on est dans des branches cousines de l'humain. On peut tout à fait se poser la question mais le problème méthodologique, c'est, je pense qu'on est toujours dans l'éthologie. On est toujours dans l'éthologie, c'est-à-dire on déduit d'un certain nombre de pratiques régulières des règles, mais on n'a pas la traduction du langage. On suppose qu'il y a un langage, mais pour l'instant, on n'a pas de dictionnaire, grand singe anglais, grand singe français, etc. Donc, non, je plaisante, mais c'est vrai que c'est ça la question qui se pose. Si on veut, du point de vue du rapport à l'autre, là, on est dans un rapport d'espèces différentes. On n'est pas dans l'espèce humaine, on est dans une espèce animale. Et donc là, tant qu'on est dans l'espèce humaine, on est, comme je le disais tout à l'heure, avec cette idée qui tient en une phrase de Lévi-Strauss qui me semble très importante, c'est-à-dire prétendre qu'il y a de l'impossibilité de communiquer entre les humains où qu'ils soient sur la planète, c'est de l'obscurantisme, c'est-à-dire c'est faux. Voilà. On peut toujours trouver un mode de communication, on peut toujours traduire, et donc le traducteur, l'interprète, le médiateur est la fonction essentielle. Avec l'animal, vous avez justement là il y a une barrière d'espèce, si vous voulez. Dans le cas des aliens aussi, il y aurait une barrière d'espèce. Pour l'instant, oui, jusqu'à preuve du contraire. C'est-à-dire, il faut voir il faut voir à l'épreuve. Est-ce qu'il y a des niveaux de langage, des niveaux d'intelligence, des niveaux d'organisation sociale qui fait que on peut traduire à un moment donné exactement, on peut traduire avec un interprète, on peut créer des dictionnaires, on peut créer des équivalences en gros. Et si on n'a pas ces moyens de créer des équivalents, dans ce cas effectivement, on peut considérer qu'on est dans une autre espèce. Là, moi ça me dérange pas du tout. Il y a des gorilles à qui ils ont appris le langage des signes, qui montrent qu'ils ont. Bon, alors c'est encore embryonnaire, oui. Mais ça laisse supposer que avec le temps, on pourrait réussir à trouver une traduction. Après, du coup, c'est des gorilles qui sont élevés en captivité, donc ces gorilles-là n'ont plus le lien avec ceux avec qui il faudrait qu'ils fassent le lien, quoi. Mais ça montre qu'il y a une possibilité, quoi. Dans les distinctions, les classes, mais là, pour les espèces, je pense qu'on est à un point extrême, mais on dit toujours que quand on fait des distinctions dans des catégories, etc., on est plus dans des curseurs que dans des limites précises. On peut faire circuler un curseur d'un bout à l'autre, donc on connaît majoritairement ce qui est médian, en disant voilà, ça c'est la norme, et puis ce qui est, alors ça c'est ce qui est dans la théorie du genre, hein, c'est quelque chose qui est très diffusé maintenant, c'est-à-dire qu'on a effectivement des genres intermédiaires, des transgenres, etc. Et on peut considérer que effectivement dans toutes les formes de classification, il y a les parties médianes, majoritaires, etc. Et puis il y a un continuum, et le curseur peut aller d'un point à l'autre. Problème le grand singe est à la limite, et de ce point de vue-là, ça peut être intéressant de savoir à partir de quel moment on bascule. Voilà, on dit non, là on est dans une autre espèce. Là, voilà, il y a quelque chose qui est complètement différent. Et peut-être, bon, alors après, je pense que le fait, pour revenir à la question sur les exoplanètes et nos compagnons des exoplanètes, peut-être que là, dès le début, on est dans un autre univers, une autre partie de l'univers en tout cas, et donc on est dès le début dans une autre espèce, et peut-être que là, il faudra remplacer l'anthropologue par un universologue, ou un multiversologue, quelque chose comme ça. Vous parlez du langage. Je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que sur Terre, en tout cas, ça a toujours été quelque chose par la voix, en fait, avec des référentiels communs. Par exemple, un arbre
même si les arbres ont des noms différents, a priori on en a un petit peu partout, ce qui peut justement poser, ce qui est intéressant parce qu'on arrive à faire des parallèles et puis ensuite de là commencer à construire un langage commun. Il y a comment ça s'appelle déjà, Rencontre du troisième type, je sais pas si vous avez vu, je suppose un vieux film de Spielberg justement où il y a à la fois des gestes, ce qui semble être de la musique et ce qui semble être des flashs par exemple. Est-ce qu'il y a sur Terre justement, est-ce que c'est vrai de dire que sur Terre que ça a passé uniquement par le langage parler, peut-être avec un petit peu des signes? On sait qu'il y a des langues à clics, etc. On a vu sur Anthropoquiz qu'il y avait des langues aussi qui pouvaient être sifflées, par exemple. Est-ce qu'il y a eu d'autres cas sur Terre avec des langages extrêmement spécifiques qui passaient pas par la voix? Pas à ma connaissance. Je suis pas linguiste, mais pas à ma connaissance. C'est toujours les langages parlés. Quand on parle de langage, on parle toujours de langage. Enfin, on peut spécifier qu'on évoque des langages parlés, oui, tout à fait. Ce qui est marrant dans les langages, parce que vous dites, ok, ce rapport à l'environnement, bien sûr, il faut toujours désigner son environnement. Quand on dit les Inuits doivent avoir à peu près 100 mots pour dire la neige, et un seul pour dire le soleil, je crois, quelque chose comme ça, et dans le Sahara, on a je ne sais combien de mots pour dire la chaleur et les différents degrés de température. Alors que voilà, on a ce rapport à l'environnement, ce rapport à la nature détermine effectivement le genre de langage, mais enfin à ma connaissance, on évoque en général plutôt le langage parlé. Oui. C'est intéressant. Donc du coup, l'anthropologue, en fait, enfin, de toute façon, on le sait, hein, que l'anthropologie, c'est pas une science qui est toute seule au milieu. Elle a besoin aussi des autres sciences à côté. Mais donc, du coup, si on envoyait, admettons, toujours dans notre petit scénario, des gens sur une nouvelle planète, il faudrait aussi peut-être envoyer des biologistes ou etc. qui pourraient aussi décrire l'environnement avec probablement des mots terriens au début, pour pouvoir ensuite faire le parallèle avec pseudo, encore une fois, des mots d'une autre intelligence. Donc l'anthropologue tout seul, on va dire, aurait peut-être des difficultés. Enfin, il pourrait y faire l'inventaire lui-même aussi, mais il devrait le faire peut-être avant de trouver des parallèles. C'était le cas aussi pour les explorations coloniales dans tous les cas. C'est-à-dire qu'il y avait des botanistes. Voilà. Ouais. Il faudrait faire l'inventaire de tous les occupants des goélettes qui sont allés découvrir les Caraïbes et l'Amérique latine ou l'Inde ou l'Afrique. Je pense qu'il y avait peut-être 2 ou 3 savants dans le paquet, et puis des gens qui avaient un petit peu la fonction de ce qu'on a appelé après ethnologue ou anthropologue, mais peut-être pas prioritaire, je crois. Pas tout de suite, oui. Alors, je vois qu'on est déjà à 1h12. Est-ce qu'il y a encore Alors, il y aurait beaucoup de questions, mais est-ce qu'il y a encore des questions qui n'ont pas été traitées? On a un anthropologue avec nous, on a même des anthropologues avec nous. On peut en profiter pour leur poser des questions, donc sentez-vous libre si vous en avez. Je sais pas, Nathan, ou ceux qui sont off caméra, hein. On peut vous flouter si jamais vous n'avez pas envie d'apparaître sur l'internet mondial de l'humanité. Terrienne, pour l'instant. Bientôt universel. Bientôt, on sait pas. Peut-être qu'on sera divisé. Dans les cours d'histoire. Pas de questions? Bon, tant pis. Je comprends pas. Moi, j'ai fait 8 ans de terrain en Côte d'Ivoire. Mais cette question du langage est fondamentale, mais la traduction, c'est un problème de l'anthropologie. Ça a été c'est fort. Moi, quand j'ai fait mon terrain, j'ai passé 1 an. J'étais toute contente parce que j'apprenais la langue, j'ai commencé à avoir des réponses et je commençais à construire quelque chose. Au bout d'1 an, je me suis aperçue que c'était le discours de la société sur elle-même. J'étudiais une danse de guerre, et donc j'avais lu sur toute la région autour, et j'avais un scénario parfait. Et ce que les gens me disaient quand j'allais, je vivais dans le village, donc quand j'allais dans les villages, ce que j'entendais, j'avais toujours quelqu'un qui me traduisait, mais je comprenais la langue. Au bout d'1 an, donc j'avais la traduction, j'avais la personne qui me parlait, j'avais moi-même, et puis d'autres personnes autour de moi. Et cette traduction d'une langue à une autre, c'est pas forcément une traduction d'une culture à une autre. C'est beaucoup plus que ça. Le langage, c'est aussi ce que les gens ne disent pas. C'est aussi, c'est comme ce que disait Maurice Godelier, le plus important dans le don, c'est ce que les gens ne donnent pas.
les informations qu'on vous donne, celles qu'on laisse en suspens, et celles qu'on vous donne beaucoup plus tard. Moi, on m'a fini, au bout de 2 ans, on a fini par m'expliquer des choses auxquelles je n'avais pas accès, parce qu'il a fallu que les gens me connaissent, qu'ils comprennent pourquoi j'étais là, et qu'ils sachent, qui j'étais. Et à ce moment-là, j'ai pu comprendre quelle était la source, l'origine de cette danse de guerre, le lien entre moi je plaçais au niveau politique, mais finalement le religieux avait toute sa place. Et cette question de traduction et cette question de regard, c'est toujours un lien avec l'autre. C'est la relation à l'autre, et en même temps, parce que quand on imagine qu'on va partir dans les exoplanètes ou ailleurs, les anthropologues qui sont partis, moi je me rappelle de M. Abélès, il travaillait en Éthiopie, mais après il est allé travailler en Bourgogne, ou au Parlement européen, avec la même démarche, avec les mêmes outils, avec les mêmes apories, avec les mêmes écueils, avec le même... Quand il a été au Parlement, les gens étaient fâchés par ce qu'il avait dit, ils étaient certainement moins fâchés quand il a travaillé sur les temps d'Afrique. Donc, je pense que il y a des translations, il y a des déplacements, il y a des changements d'échelle, mais est-ce que les problèmes sont vraiment fondamentalement différents? Si on a une espèce qui s'approche d'une espèce humaine, avec des types de langage, on pourra avoir les mêmes questionnements. C'est qu'est-ce qu'on va trouver là-bas qui va donner le type de travail qu'on pourra faire. Ouais, c'est vrai. Et donc, du coup, ça nécessiterait pas seulement d'apprendre le langage de la personne, mais aussi vraiment, réellement, de faire du terrain, c'est-à-dire de vivre avec ces potentielles personnes hors du système, jusqu'à qu'on arrive à décoder toutes ces petites choses, en fait. Oui, je pense que c'est la force de l'anthropologie. C'est-à-dire, c'est vraiment de rester et de vivre, ce qui pourrait être compliqué sur une autre planète, on l'imagine, mais qui serait absolument nécessaire. C'est tout aussi compliqué dans la région amazonienne, au désert, ou même dans certains villages, vous n'êtes pas acceptés dans les montagnes du Béarn. Je ne sais pas si c'est vraiment fondamentalement différent. Je pose la question, mais je vous demande si c'est fondamentalement différent. Il y a peut-être juste la durée du voyage, finalement, qui change. Si c'est loin. La fatigue à l'arrivée peut-être, on ne sait pas, mais qui changerait et pas réellement le travail de l'anthropologue sur place, quoi. Ouais, c'est intéressant. J'aimerais finir peut-être sur une idée personnellement que je trouve très intéressant, et je me demande toujours si c'est des anthropologues qui l'ont fait. Je ne sais pas si vous avez vu le film Contact, qui est un film de science-fiction que j'aime énormément avec Jodie Foster. Avec la grosse boule, là. Avec la grosse boule, effectivement. Du coup, j'hésite à raconter la fin, parce que s'il y a des auditeurs qui l'ont pas vu, et si vous l'avez pas vu, c'est un petit peu dommage. Mais je trouve que le message de fin est plutôt intéressant, justement, ce qui concerne les contacts entre hommes et potentiel autre chose. C'est-à-dire qu'avant qu'il y ait contact, il faut construire tout un pont pour que le contact puisse être possible. Et je trouve ça assez sympa. Alors, est-ce qu'on va rencontrer une intelligence prochainement ? On ne sait pas. On a déjà beaucoup de boulot à faire sur Terre, comme on l'a vu lors de notre entretien ensemble. Déjà rien que pour se comprendre entre nous, ça serait déjà pas mal avant d'essayer de comprendre une autre intelligence. Mais c'était très intéressant vraiment de se poser toutes ces questions. Et justement, vous, auditeurs qui avez écouté ça et qui écoutez ça parce que peut-être on parle justement un petit peu de science-fiction, c'est là où l'anthropologie, je la trouve absolument fascinante. C'est qu'on peut la mettre en parallèle avec ces choses-là, et que ce que vous lisez dans des livres de science-fiction aujourd'hui, eux, ils le font aujourd'hui sur Terre. Enfin, je trouve ça... Non, mais c'est vrai. C'est pas pour vous lancer des fleurs, mais c'est vrai. Rentrer en contact, que ce soit à vous, dans des camps, comme on en avait parlé, qui sont énormes, avec beaucoup de gens, avec des forces, avec des ONG, avec de la politique, avec du commercial, c'est extrêmement compliqué. Et comme vous disiez avant... je sais pas votre nom, je suis désolé, mais comme vous le disiez avant, en fait, la difficulté serait probablement la même avec une autre planète, et c'est en ça où l'anthropologie peut nous apprendre beaucoup. Et moi, ça cultive mon imaginaire tout autant que la science-fiction, je trouve. Enfin, je sais pas si je le lis bien, mais c'est comme ça que je le vis. Enfin, je sais pas vous, comment vous le voyez. Est-ce que quand vous voyez Avatar, vous dites « Ah, mais moi je fais ça aussi tous les jours, c'est pas... » Oui, non, mais je trouve que c'est une très bonne conclusion, et que, effectivement, c'est à peu près ce que je voulais dire, oui. Maintenant, cela dit, on ne sait pas du tout ce qu'il y a après, et donc, comme on ne connaît pas la suite de l'histoire, pour l'instant, je ne peux pas vous faire d'autres commentaires sur votre commentaire, puisque
On ne sait pas. On ne sait pas. Voilà. On sait pas. Mais donc peut-être en l'an 3750, je crois que j'avais noté, on aura un Anthropodcast sur Mars peut-être ou ailleurs, parce que oui, c'est vrai, d'un côté on parle de ça, c'est vrai, on a parlé d'aliens, mais il y avait, je ne sais plus qui, là, alors le projet a l'air un petit peu bancal pour être en 2020 sur Mars, je crois que c'était Mars One le projet, ça a l'air bancal, je crois pas que... Ouais, toi, t'en sais peut-être plus, Nathan, parce que... C'est relancé, oui, c'est relancé. C'est assez dingue quand même, parce qu'il y a, ils ont levé énormément d'argent, et il y a plusieurs scientifiques hautement reconnus, dont je connais pas le nom parce que j'ai de la NASA et tout ça, qui, alors je sais pas si c'est du pipeau ou pas, mais en tout cas, ils ont l'air pas mal soutenus quand même, Mais il y a le patron de Tesla qui... Ah oui, Elon Musk, ouais, d'ailleurs. Comme il a dit, son projet c'est d'aller sur Mars un jour et d'y mourir, mais pas en atterrissant. Oui, donc finalement, les questions dont on parle aujourd'hui, alors effectivement, peut-être une identité alien, non. Je rappelle, si vous lisez la science-fiction, vous les connaissez déjà, mais Mars la rouge, Mars la bleue, Mars la verte, qui sont extrêmement intéressantes si vous vous intéressez à la politique interspatiale, mais où justement il y a des colons, les 100 premiers colons qui arrivent sur Mars et qui se mettent à développer justement une nouvelle culture, parce qu'on n'est plus au même endroit, on n'est plus forcément dépendant de la Terre, et en fait là, moi je suis sûr que parmi les 100 premiers... C'est dans les Amériques en fait, c'est-à-dire que ça... Exactement. Et donc parmi les 100 premiers, il y aura probablement un anthropologue ou un ethnologue qui va nous étudier tout ça. Qui n'en est pas un, mais qui en reviendra un. Ou peut-être ça, exactement, qui à force d'observer, mais on parle d'une temporalité, on ne sait pas aujourd'hui, je sais qu'en l'an 2000 on était censé avoir des voitures volantes et on n'en a toujours pas, on est en 2015, mais ça peut arriver de notre vivant dans l'absolu, et je trouve ça excitant. Ce qui est dommage, c'est qu'on cherche à aller si loin, alors qu'on a tellement de mal à s'entendre ici-bas. On aura probablement les mêmes problèmes ailleurs qu'on a ici, ça c'est clair. Et tout le travail de l'anthropologie, pour l'instant, n'est pas assez... les économistes essayent Maintenant, ils comprennent l'importance de l'anthropologie, mais ce n'est pas encore assez au cœur du métier d'économiste. Des politiques économiques des grandes institutions internationales et la diplomatie, pour l'instant, mais l'anthropologie un petit peu au second plan. Il y a beaucoup d'études et de rapports qui sont commandés par le Quai d'Orsay, qui ne sont pas forcément pour des questions de priorité, de questions nationales, et qui ne sont pas forcément pleinement utilisées. C'est vrai, c'est dommage, et pourtant il y aurait certainement de quoi apprendre. En tout cas, c'était super intéressant de discuter avec vous. Merci à vous tous d'être venus, d'avoir partagé une bière avec nous et une petite heure de podcast. Merci de nous suivre si vous nous suivez sur Internet. Et puis si vous avez des questions par rapport à cette discussion, parce que c'est vrai qu'on a été plutôt court, on pourrait passer 10 heures à parler de ça sans en arriver à la fin, toujours en faisant des parallèles avec l'humain, en fait, ce qui se passe sur la Terre, la nôtre, celle où on boit une bière aujourd'hui. Mais n'hésitez pas à poser vos questions, on sera tout à fait d'accord avec Anne-Laure et Julie d'y répondre, voire même d'inviter des gens pour y répondre plus précisément. Le but, c'est justement que l'anthropologie devienne un peu plus pratique aussi, en tout cas essayer de la transmettre sur Internet. En tout cas, merci à vous, et puis on se dit, je sais pas, dans une année peut-être... je sais pas, au Quai Branly, on avait dit la salle Lévi-Strauss, ça pourrait être pas mal pour enregistrer. En tout cas, merci à tous. Vous avez aimé la vidéo ? Alors n'oubliez pas de faire un petit like et de la partager. Vous avez une question, un truc que vous n'avez pas compris ? Posez votre question dans les commentaires, on y répondra. Vous en voulez plus ? Alors abonnez-vous, regardez nos autres vidéos, vous en avez une par là. Une autre par là. Merci.